Et Thomas, on commence avec ton édito. Tu te demandes si les entreprises sont vouées à partager ou à disparaître. Alors c'est un petit peu fort dit comme ça, mais pour commencer, j'aimerais, filer une petite métaphore aujourd'hui. Imaginez une entreprise comme un navire en pleine tempête. Certains membres de l'équipage détiennent tout le pouvoir, détiennent aussi les butins qui sont collectés par le navire, tandis que les autres rames s'envoient sans gouvernail. À votre avis, quel résultat se passerait-il en pleine tempête dans ce bateau? Et si à l'inverse, chaque membre de l'équipage détenait un rôle clair, avait son mot à dire dans les décisions, dans les orientations, dans la façon de naviguer, un intérêt commun à vaincre la tempête, aussi parce que les butins seraient partagés, que se passerait-il? Eh bien voilà, cette métaphore, je trouve, illustre bien l'enjeu d'aujourd'hui, apporter de la stabilité et de la résilience en partageant valeur et le pouvoir, quand bien même cela peut paraître un peu contre-intuitif. Et alors justement, qu'en est-il dans les entreprises? Alors, passons dans le monde de l'entreprise désormais, dans un monde bouleversé et assez bouleversant d'ailleurs pour les entreprises. Cette idée du partage, à mon sens, n'est plus tant un simple débat philosophique. Ça tend à devenir une nécessité. Pourtant, certains dirigeants considèrent encore que le partage est un certain luxe réservé à des entreprises un peu utopiques ou à certaines structures atypiques. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que si on regarde la réalité en face, aucune entreprise aujourd'hui n'échappe au bouleversement actuel. Entre les contraintes climatiques grandissantes, les attentes croissantes aussi des consommateurs, Nicolas en parlera je pense un peu aujourd'hui, la quête de sens des salariés ou les pressions réglementaires qui s'intensifient, le modèle traditionnel basé sur des gouvernances verticales et une répartition très inégale de la richesse se heurte à ses propres limites. Mmh. Prenons un chiffre, par exemple dans le baromètre empreinte humaine de 2023 où 71% des salariés déclaraient que leur travail manquait de sens. Ça dit bien qu'on manque de partage dans les idéaux de l'entreprise et dans le sens que l'on donne au travail. Pourtant, une étude menée par Profil, dont Maïlis pourra nous parler, révèle que les entreprises qui aujourd'hui ont des modèles de gouvernance beaucoup plus partagés sont plus performantes sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elles renforcent l'engagement, la loyauté des équipes, mais aussi la capacité d'innovation, parce que de plus Mmh. larges par des équipes peuvent contribuer à l'évolution de l'entreprise. Tout le monde dans le même bateau. Est-ce que tu as un premier exemple donc, pour illustrer, ce que semblent dire ces chiffres? Eh bien oui, à tout hasard, prenons la marque C'est qui le patron qu'a créé D'accord. Nicolas. Voilà, connu pour son engagement envers une rémunération beaucoup plus juste des producteurs. En plus d'être la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, selon une étude de Nielsen, C'est qui le patron? Cette marque portée par les consommateurs et par Nicolas figure cette année dans le palmarès en 2024 des marques qui ont le plus progressé en vente. Son fondateur, Nicolas, donc, a récemment décidé, en plus de ça, de céder la totalité des actions à une fondation Mmh. dont l'unique objet est le soutien aux producteurs. Initiative qui vise à rendre inaliénable la mission de l'entreprise. À l'inverse, des organisations qui concentrent pouvoir et richesse entre quelques mains pourtant restent largement majoritaires. Et alors pourquoi, dans ce cas, la majorité des entreprises ne font-elles pas comme Nicolas Chaban? Eh bien, parce qu'il faut savoir modifier son rapport à l'argent et ça, c'est encore un petit peu compliqué aussi parce que le changement fait peur. Partager le pouvoir et la valeur, c'est accepter de ne plus tout contrôler, de remettre en question des habitudes bien ancrées, parfois même héritées de décennies de pratiques de gouvernance et managériale très rigides. Ensuite, parce que le court-termisme est encore roi dans le monde économique. Tant que les marchés financiers et une partie des investisseurs exigeront des rendements immédiats à deux chiffres, il sera sans doute difficile de convaincre les grandes entreprises, notamment, d'adopter des modèles différents qui favorisent peut-être une meilleure pérennité et Mmh. viabilité à long terme. Enfin, parce qu'il existe une croyance, je pense, profondément ancrée selon laquelle le leadership doit être centralisé et c'est ce qui garantit l'efficacité des organisations. Et donc selon toi, pour combien de temps, ces résistances, pourront-elles, tenir? Eh bien, dans une économie où l'information est de plus en plus accessible, où les crises sociales couvent, où la régulation tend à se renforcer, je pense que ces modèles basés sur l'accaparement du pouvoir et de la richesse pourraient devenir des reliques du passé. Regardons les récents tourments qu'ont pu connaître de grands groupes qui annonçaient en même temps et de façon très malheureuse des dividendes records et des plans de licenciement aux salariés. Tout ça n'a plus de sens. Donc, partage du pouvoir et de la valeur, ce n'est pas tant une lubie de quelques Robins des Bois de Mmh. l'entrepreneuriat, c'est bien, je pense, un modèle qui tend à devenir une nouvelle norme. Alors, quels sont les modèles les plus innovants? Peut-on convaincre des actionnaires d'aller vers ces nouveaux modèles? Est-ce qu'il faut réinventer la structure même de nos entreprises et surtout comment les traduire en actions concrètes? Mmh. C'est l'objet de notre émission du jour. Oui, c'est ce qu'on va voir, plus en détail dans notre débat. Maintenant, je m'adresse à vous, chers invités. Qu'est-ce qui vous fait dire que, les entreprises n'ont plus d'autre choix? Qui veut commencer? Bah, je suis pas Vas-y. très galant, si Non? vous voulez commencer? Bon, en fait, je viens de dire un gros truc de boomer, mais bon, sur la galanterie. On m'aurait dit au bureau: «Mais pourquoi tu te préoccupes Mmh. tellement de ça?» Bon, en plus, il y a pas de il y a c'est que du direct, hein, c'est bien, je suis en train de faire une bonne introduction. Non, il y a pas de choix parce qu'il y en a
Et quand on se ramène au bon sens, à la bienveillance de ce qu'on appelle, nous, les consommateurs, on arrive à la fin d'un tour de magie. Pendant 40 ans, 50 ans, il y avait des entreprises qui prenaient l'argent de tout le monde, notre argent à nous, consommateurs, pour en faire des choses qui ne sont pas très utiles ni à notre niveau, ni au monde. Et ce rapport-là, il est en train d'exploser. Nous, on est l'expression d'une partie de cette réalité, mais il y en a bien d'autres. Euh, Quand on ramène l'équation à qu'est-ce que je veux en tant que consommateur, où va mon argent, à quoi il sert, évidemment, on a envie de tracer le fait que derrière un acte d'achat, il y ait des conséquences positives. Donc les entreprises qui voudront imaginer que ça peut tenir comme ça tient depuis 40 ans, elles vont un jour disparaître, puisque on le dira tout à l'heure, mais on a fait, nous, un petit schéma simple où vous faisiez une image. Imaginez demain, dans tous les secteurs d'activité, une assurance, dans l'alimentaire, dans la banque, imaginez des entreprises qui, quand vous amenez votre argent, tracent chaque centime de cet acte d'achat ou de cet achat de service pour en faire des conséquences positives en payant bien les salariés, qui eux-mêmes peuvent acheter à une entreprise qui paie bien les salariés. Ce chemin vertueux qu'on tracerait de cet argent qui, rappelons-le, est quand même dans nos poches. Il ne vient pas d'une planète lointaine. Il est dans nos poches de consommateurs le 1er janvier. Eh bien, si on avait dans chaque secteur une entreprise qui nous assure que notre argent fait du bien au monde qui nous entoure et à nous-mêmes à la fin, je pense qu'elle deviendrait naturellement toute leader de leur secteur. Nous, on l'a fait à petite échelle et c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue en 10 ans. Ce qui est fou, le monde économique n'a pas créé une marque en France qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Donc on voit cette inversion qui arrive. Et pour finir, par défaut, tout le monde se disait pendant des années, non, le prix le plus bas, c'est la seule boussole. Ça marchera toujours comme ça. Et un jour, je me rappelle avoir dit, moi, au patron de grande surface, mais pourquoi vous érigez cette règle comme une fatalité définitive? Il n'y a pas de produit qui nous assure qu'en les achetant dans vos rayons, on provoque quelque chose vraiment de bien, notamment chez les producteurs. Mettez-les et on refera les comptes. Apparaît la petite brique de lait, dans les conditions qu'on connaît, pas de force de vente, pas de grande campagne de pub à la télé. Elle devient la brique de lait la plus vendue, les 2 Borbio les plus vendus. Et là, récemment, cette aventure de consommateur est dans les 10 marques, toutes marques confondues, pas celles qui étaient récemment arrivées. C'est les plus grosses ventes parmi les 10 marques avec Tropicana, Red Bull. Donc, le bon sens, la bienveillance qu'on a tous, quand on la rassemble et on lui permet de s'exprimer, ça devient de grands succès et on va essayer de faire en sorte que ça se généralise. Béatrice, Mélisse, même question, pourquoi les entreprises n'ont plus le choix? Alors spontanément, j'aurais envie de donner des réponses qui sont d'ordre un peu philosophique, à trait avec, la crise démocratique, sociale et climatique qu'on connaît. Mais si on veut donner des raisons très, très pragmatiques, il y en a aussi. Pour moi, c'est pas les meilleures, mais elles existent. Je dirais qu'il y a une raison liée à la pérennité des entreprises. Si on regarde, le taux de pérennité des entreprises, celles qui ont les meilleurs taux de pérennité, c'est les coopératives qui sont celles qui, historiquement, par leur ADN, partagent le plus ces questions de partage du pouvoir et de la valeur. Le taux de pérennité des coopératives à 5 ans est de 79% contre 61% pour les entreprises. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc ça, c'est un argument très concret, encore une fois. Je ne considère pas que ce soit le meilleur des arguments, mais c'est un argument qui fait poids. Et peut-être un deuxième argument autour de ce que disait Thomas dans son édito, l'intérêt des salariés, en fait. Les salariés sont en recherche de sens, les salariés vivent dans, leur actualité et leur réalité, ils sont de plus en plus nombreux à avoir des préoccupations écologiques notamment et on sait bien que si on confie le pouvoir de prendre des décisions à des salariés, ils font des choix qui sont moins climaticides, ils décident moins d'aller délocaliser, ils décident moins d'aller faire des forages, en Arctique. Ils font des choix plus responsables. Si on leur donne la possibilité de participer aux choix de gouvernance, ils sont aussi plus investis dans leur entreprise. Ils sont plus investis dans l'entreprise, ils y mettent de l'énergie, du cœur et ça fait avancer les entreprises. Donc encore une fois, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des raisons pour le faire, mais je suis en revanche tout à fait convaincue que ça crée un engagement, des salariés qui est tout à fait, différent. Mélisse, le mot de la fin pour cette séquence. Sur la pérennité et du coup, vu que Béatrice nous a donné, le côté, plutôt, coopérative, je vais aller plutôt du côté fondation actionnaire, vu que les 2 ont été évoqués dans l'édito. Donc les fondations actionnaires, c'est des entreprises qui sont détenues par des fondations. Donc Nicolas Chaban, vient d'annoncer que,
il transmettait son entreprise à une fondation qui deviendra actionnaire. Et en fait, c'est un modèle qui existe depuis très très longtemps dans d'autres pays. Ça fait ça fait depuis 2008, donc à peine 20 ans que ça existe en France. Et on a du recul en fait sur des entreprises qui sont détenues depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, des grandes entreprises au Danemark, en Allemagne, en Suisse. Et en fait, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des études sur voilà, le recul qu'on a sur la détention de ces entreprises par des fondations. Il y a une personne au Danemark qui s'appelle Steen Thomsen et qui a fait une étude qui date déjà d'il y a depuis 10-15 ans, 2017 et voire même un peu avant des premiers résultats, qui montrait que les entreprises qui étaient détenues par des fondations au Danemark, c'est-à-dire 70% de la capitalisation boursière danoise, donc c'est pas n'importe quoi, c'est des Novo Nordisk, c'est la plus grosse capitalisation Mmh. boursière européenne, Mmh. plus que le VMH, qui crée encore des emplois en France, enfin, voilà, et que ces entreprises étaient 30% plus résilientes que leurs homologues. Voilà. Et donc ça, c'est des entreprises qui ont été transmises. Il y a Lego, Carlsberg, Novo Nordisk qui ont été transmises ouais, 50, 60, 70 ans. Donc en fait, ils ont vu qu'à la mesure de toutes ces crises, c'était des entreprises qui étaient plus résilientes. Et donc, suite au Covid, suite à toutes les crises enfin voilà, on voit toutes les crises qui se développent, je pense que petit à petit, les entreprises n'auront pas d'autre choix que d'essayer de trouver des chemins entre le profit et le non-profit pour pouvoir justement réinventer la parole qui est donnée aux salariés pour les engager et aussi la circularité des profits pour pouvoir aligner toute la chaîne de valeur. Mmh. Voilà, je pense que Ouais. Si on va développer plus en détail dans notre débat, retenez-vous, on passe au top et au flop.